Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Equity Views sur Zoom Invest. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous où nous accueillons des gérants qui nous parlent d'un moment de marché ou d'une thématique. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de la santé. Pour ce faire, je vais recevoir deux gérants. Sébastien Malafosse, gérant de EDR Healthcare chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Sébastien. Bonjour Gérald. Et Arnaud Benoît-Vidal de la financière de l'Arc qui gère le fonds Arc Action Santé Innovante. Bonjour Gérald. Ça me fait plaisir de parler avec vous d'un secteur qui, depuis quelque temps, est un peu en retard sur l'indice MSCI World notamment, puisque comme vous le savez, quand on fait un choix thématique, on essaye de faire mieux que les actions mondiales. Donc j'aimerais déjà, comme première question, que vous nous expliquiez pourquoi, notamment en 2023-2024, ces années ont été difficiles pour ce secteur et que vous nous éclairiez pour que, à la fin de ce rendez-vous, on se dise bah oui, c'est le passé, mais l'avenir, il y a autre chose aussi. Sébastien, peut-être ? Oui, alors c'est vrai que le secteur de la santé, c'est un secteur qui est très innovant, c'est un secteur de croissance. Et d'ailleurs, cette croissance et cette innovation s'est manifestée pendant le Covid, 2020-2021. C'est d'ailleurs le secteur qui a permis de sortir de cette crise sanitaire. Donc on a eu des revenus exceptionnels, des profits exceptionnels. Ça s'est poursuivi d'ailleurs en 2022 et qui était en fait la dernière année de surperformance par rapport aux bourses mondiales du secteur de la santé. Et ensuite, 2023, 2024, 2025, on a eu effectivement une consolidation du secteur de la santé, la disparition de tous ces revenus de vaccins, de tests, d'antiviraux, et un secteur qui a sous-performé assez massivement, c'est vrai, il faut le reconnaître, le marché sur ces 3 dernières années. Donc un secteur relativement stable, donc au moins vous ne perdiez pas grand-chose, mais par contre, par rapport au reste du marché qui a fait dans la même période peut-être plus 50, effectivement un secteur de la santé qui est resté à la traîne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui la décote est très importante, on est sur des niveaux historiquement bas par rapport au reste du marché, et surtout 2026 devrait être la première année sans tout ce déclin post-Covid, où enfin la croissance fondamentale du secteur devrait à nouveau se manifester. Arnaud, je suppose que vous partagez ce point de vue, mais qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre pour nous expliquer ce petit retard, on va dire ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un secteur qui est décorrélé de la croissance économique. Et donc, en phase de récession, ce secteur résiste mieux que le reste de la cote. Et en phase d'expansion dans laquelle on se trouve, eh bien, le secteur progresse moins que le reste du marché. Donc, ce qui se produit est tout à fait, je dirais, normal dans ces phases-là. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait évoquer, peut-être Sébastien, le fait que c'est un secteur qui, malgré tout, est un peu compliqué pour le commun des mortels, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de gérants spécialistes comme vous, mais un peu compliqué à décoder parce qu'on rentre sur des terrains où, comme on s'en est parlé il y a quelques jours, effectivement, c'est facile de comprendre comment fonctionne un Google, la tech. En tout cas, on pense que c'est facile. C'est plus compliqué quand on rentre dans le domaine de la biotech ou de la santé classique. Effectivement, c'est un secteur qui peut être parfois compliqué à comprendre. Alors, des fois, on a effectivement la chance d'avoir des thématiques qui sont plus digestes, comme celle de l'obésité, où les investisseurs se sentent plus à l'aise à ce moment de revenir à nouveau sur le secteur. Quand vous avez plus cette thématique obésité et que vous devez vous plonger dans les différentes études cliniques pour comprendre le cancer qui est de plus en plus compliqué, on parle souvent du cancer du poumon, mais en fait, il y a des vingtaines de cancers du poumon différents. La complexité pour lire les études cliniques est réelle. Malgré tout, si on doit prendre un peu de recul, c'est encore une fois un secteur très innovant, et au-delà de cet aspect scientifique où effectivement il faut parfois s'appuyer sur des experts pour l'appréhender, on a des perspectives de croissance qui sont extrêmement importantes. Et cette innovation, quand elle répond à un vrai besoin des patients, un vrai besoin des professionnels de santé, elle se traduit opérationnellement, financièrement, par des croissances importantes, et je pense qu'on pourra ensuite donner quelques exemples. Alors là, vous avez évoqué le côté clinique, mais Arnaud, il y a aussi un autre sujet qui est important dans ce secteur, c'est le réglementaire. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est arrivé, on parlait de la fin des brevets, etc., que c'était le poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle moins, mais il y a d'autres sujets. C'est toujours, et ça a toujours été le sujet. Et selon les phases d'innovation, selon les phases d'approbation de nouveaux médicaments, ce sujet est un peu éclipsé. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec la forte innovation, ça requiert beaucoup de technicité pour comprendre ce secteur.
mais au bout du compte, on a de plus en plus de programmes cliniques, de plus en plus d'équipements médicaux qui arrivent sur le marché. Et ça, les gérants que nous sommes, eh bien, on doit avoir la faculté d'analyser tout ce pipeline pour détecter effectivement les gagnants de demain. Et alors, justement, j'ai entendu plusieurs fois le mot innovation. Arnaud, dans votre fonds, il y a même innovante, donc c'est pas pour rien. Quand on parle innovation sur ces dernières années, et notamment depuis je dirais la progression de ChatGPT, je vais y arriver, fin 2022, on parle d'IA à tout bout de champ. L'IA, c'est aussi un facteur essentiel dans l'univers de la santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette intelligence artificielle qui rentre dans ce domaine ? Deux points principaux. Donc le premier, c'est qu'effectivement, les sociétés dans la santé investissent massivement dans l'IA. On a eu même hier une annonce de Roche qui donc, va augmenter sa AI Factory avec NVIDIA. Donc et ça, ils le font depuis 2023, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ce qu'on peut retenir, c'est que par rapport aux sociétés de services de l'IA qu'on a pu rencontrer aux États-Unis, donc déjà, ils chiffrent, ils évaluent à 20 à 30% la réduction de coûts dans les programmes cliniques. Alors, ça peut paraître anodin, mais quand on parle d'une enveloppe globale de plus de 200 milliards de frais R&D dans le monde, vous faites le calcul, ça fait des économies de coûts très très importants. Et le deuxième aspect positif, c'est que l'IA veut dire une accélération des programmes de recherche. Donc on va avoir des molécules de plus en plus ciblées et qui vont arriver sur le marché de plus en plus rapidement. Donc on va avoir effectivement donc, une vague d'innovation supplémentaire avec à la clé des traitements ou des équipements médicaux de plus en plus performants et avec des soins plus spécialisés et moins douloureux pour les patients. Et alors, concrètement, et la question s'adresse à tous les deux, dans vos portefeuilles, que ce soit à la Financière de l'Arc ou chez Edmond de Rothschild, cette IA, évidemment, elle est présente, mais est-ce que ça a beaucoup changé sur les 3-4 dernières années, la structure des portefeuilles en termes de sous-secteurs, ou alors ce sont plutôt les valeurs qui étaient déjà présentes qui, elles, se sont adaptées et vous en profitez ? Je ne sais pas, Sébastien, peut-être ? Nous, quand on fait l'exercice d'essayer de voir à quel point l'IA est d'ores et déjà intégrée à notre portefeuille, on peut dire que plus de 95% des sociétés que l'on détient l'utilisent de plus ou moins loin, ou près même, je dirais. Effectivement, on a des exemples très concrets où l'IA est essentielle aux produits et aux services qui sont commercialisés. Je pense par exemple à l'imagerie médicale, où on a des algorithmes qui vont permettre de calibrer plus rapidement les machines et au final de passer plus de patients en une journée dans un scanner. On en passe aujourd'hui 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc on peut imaginer que pour les hôpitaux, l'équation économique, elle est extrêmement profitable avec des revenus. C'est un des rares centres de profit d'ailleurs pour les hôpitaux, ces systèmes. Et donc l'amélioration de l'efficience de ces machines permet de soigner plus de personnes, de diagnostiquer plus de personnes, finalement pour un coût qui est relativement similaire. Et je pense que l'IA, c'est le gros apport qu'elle va avoir en plus de cette efficience de la R&D que mentionnait Arnaud, c'est l'efficience des soins. Le Covid nous a montré que on ne pouvait plus continuer à dépenser finalement sans compter pour la santé. Puis c'est d'ailleurs un peu ce que Trump aussi nous a dit avec le Doge et en serrant un peu les boulons après son arrivée au pouvoir. C'est qu'il va falloir soigner aussi bien, mais pour moins cher. Voilà. Et l'IA est une source énorme d'économie. Voilà. Et chez vous, donc Arnaud, pareil, l'IA est dans le portefeuille un peu partout. C'est clair. De toute façon, toutes les grandes pharma et toutes les grandes boîtes d'équipements médicaux utilisent de l'IA. Ce qui est important, c'est ce qui va en ressortir. C'est-à-dire, tous l'utilisent, mais tous n'auront pas la même performance liée à l'IA. Et ça, c'est toujours la même procédure, entre guillemets, le même savoir-faire, c'est-à-dire évaluer la qualité des programmes cliniques et des équipements médicaux qui sont en phase de développement, qui permet de détecter les gagnants de demain. Ce qui veut dire que, et là je vais être très factuel, quand on regarde un reporting récent de vos 2 fonds, vous avez une structure de sous-secteur qui est un peu différente. Arnaud, plus de Big Pharma. Sébastien, peut-être un peu plus de biotech. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a plus de biotech ou plus de Big Pharma que l'un a plus d'IA que l'autre. Finalement, c'est partout. C'est bien ça qu'il faut retenir.
Effectivement, on a de l'IA à tous les niveaux. Après, si on doit citer quelques exemples de sociétés qui sont c'est ce que j'avais posé comme question. Un peu plus spécifiques, il y a des nouveaux modèles en fait qui n'existaient pas. Donc c'est vrai que j'ai cité l'imagerie, mais finalement les scanners existent depuis longtemps. Maintenant ils s'améliorent avec l'IA. Mais on a par exemple des domaines où sans IA, on n'aurait vraiment pas pu avoir ces entreprises. Et je pense par exemple au diagnostic qui permet maintenant de détecter précocement les cancers. Et on sait très bien que plus on va détecter tôt et plus on va avoir déjà on va engager moins de coûts derrière en termes de traitement et puis on va obtenir des taux de survie qui sont beaucoup plus importants. On a vu Abbott dernièrement qui a racheté pour 21 milliards de dollars, donc c'était quand même une des très grosses acquisitions de fin 2025, la société Exact, qui détecte dans les selles des patients certains marqueurs qui permettent de mettre un score une probabilité qu'un patient développe un cancer colorectal. Et donc vous pouvez faire ça relativement fréquemment. Ça permet d'écarter les coloscopies et puis d'augmenter finalement la capacité à détecter les cancers au bon moment. On a des sociétés comme Natera aussi qu'on a en portefeuille qui eux font de la détection résiduelle des cancers une fois que la tumeur a été enlevée chirurgicalement. Donc là c'est des patients qui ont déjà eu un cancer. Ils sont monitorés pour estimer leur risque de rechute et ces tests qui sont encore une fois des tests sanguins, donc juste un prélèvement qui se font de manière relativement récurrente, permettent d'intervenir dès qu'il y a un redémarrage et donc d'avoir encore une fois des taux de succès extrêmement importants. Arnaud, peut-être un exemple dans le portefeuille Arc Action Santé Innovante. Donc ça peut être les mêmes, effectivement. Mais on a Abbott qui vient de racheter Natera. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, donc, soit précoce ou même à une capitalisation un peu plus grosse, on bénéficie de cette vague d'innovation. On a parlé sous-segment de la santé. Moi, j'aimerais aller sur un terrain que je n'avais pas forcément en tête, mais qui est venu quand on a préparé ensemble, c'est le terrain géographie de la santé, avec, vous me l'avez appris, je suis peut-être naïf effectivement, mais que la Chine est de plus en plus avancée sur ce terrain-là, et même parfois leader. Et j'aimerais bien que vous me parliez justement de la Chine. Alors, qui veut se lancer sur la Chine ? Sébastien ? La Chine, ça fait 2 ans qu'on voit des deals avec des grands laboratoires, des grandes multinationales occidentales qui vont aller chercher des innovations auprès de biotech chinoises. Et c'était une tendance, un frémissement il y a 18-24 mois et qui s'est amplifié pour en faire vraiment un phénomène extrêmement important. Et on s'est effectivement aperçu qu'en Chine, il y avait des innovations assez extraordinaires dans les molécules avec des gens qui très souvent ont été formés aux États-Unis, qu'on appelle les returnees, qui repartent ensuite créer des entreprises en Chine, et avec une capacité là-bas de développer très rapidement, en tout cas dans les premières étapes cliniques, des projets de développement de médicaments pour un coût qui est parfois 10 fois inférieur à ce que ça va coûter de développer un médicament aux États-Unis. Donc ils ont assez rapidement une preuve de concept et qui ensuite attirent ces firmes occidentales pour ensuite prendre la suite du développement, commercialiser en Europe et aux États-Unis. Et donc la Chine permet, grâce à ces talents extrêmement importants, de diminuer le coût de l'innovation et aussi de délivrer une innovation qui est vraiment top niveau sur le plan mondial. On a des produits qui viennent de Chine qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est vraiment assez exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Du coup, aujourd'hui, dans votre fonds, typiquement, la Chine représente combien en pourcentage de l'exposition ? En pourcentage, ça reste chez nous petit, c'est 6%, mais c'est relativement surpondéré par rapport à ce que ça c'est dans les indices boursiers santé, qui est autour de 2%. Donc c'est quand même mais je pense qu'il y a encore de la marge pour aller plus haut, parce que la Chine, le poids des dépenses de santé au niveau mondial, la Chine, c'est 10% des dépenses de santé mondiales. Et avec cette innovation qui est en train de vraiment foisonner, je pense qu'on reparlera encore pendant assez longtemps de l'innovation chinoise. Benoît, en termes géographiques, aussi un peu de Chine ou un peu différent ? Eh bien, toujours un peu de Chine, mais via nos valeurs. Par exemple, AstraZeneca a annoncé en janvier donc un investissement de 15 milliards de dollars en Chine. Donc, ça rejoint tout à fait ce que dit Sébastien. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour la première fois donc aux États-Unis, j'ai entendu cette année de la bouche des Américains que la Chine était désormais un des leaders, voire un leader dans la recherche médicale. C'est quand même... C'est pas rien de l'entendre et tout le monde est tout à fait d'accord. Un petit bémol aussi, c'est peut-être que le CEO de Novartis nous disait que, ma foi, quand on regarde tous les programmes, c'est essentiellement des anticorps monoclonaux et éventuellement des anticorps bispécifiques. Donc c'est vraiment un segment spécifique. Précis. Et quand on parlait de nouveaux mécanismes d'action encore plus poussés et autres, ils sont encore derrière. Donc il y a encore beaucoup de segments et de zones où on peut investir et sur des médicaments innovants.
Alors, moi, j'aimerais faire un petit retour sur un segment qui a été évoqué tout à l'heure par Sébastien, donc celui de l'obésité, puisque ça a fait, sans mauvais jeu de mots, les gros titres pendant pas mal de temps, entre Eli Lilly aux US et Novo Nordisk, effectivement, dans les pays nordiques. Il n'y a pas eu le même destin pour les deux valeurs. Aujourd'hui, Eli est là, si je ne me trompe pas, 11e capitalisation boursière mondiale, un peu plus de 800 milliards de capi. Est-ce que déjà, elle pourra rentrer bientôt dans le cercle fermé des 1000 milliards de capi? Et quel est ce destin croisé un peu entre les deux, peut-être, Arnaud? Alors, elle l'a touché à un moment donné, depuis 3 mois, donc à un moment donné. Et puis là, on est à, je crois que le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 975 milliards. Donc, on y est vraiment proche du club fermé des 1000 milliards. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché qui va extrêmement se segmenter. Donc, vous avez les premiers traitements sont les traitements injectables. Et donc, là, on a vu un passement de couronne entre Novo Nordisk, qui était donc le premier, et puis maintenant Eli Lilly, qui est incontestablement le leader. Actuellement, quand on regarde les chiffres, c'est 69% de part de marché dans les nouvelles prescriptions. Et en plus, donc on voit très bien que dans les traitements de nouvelle génération, donc ils sont meilleurs que Novo Nordisk. Donc dans les injectables, c'est Eli Lilly. Le match va se jouer maintenant dans la fameuse pilule contre l'obésité qu'a sorti Novo Nordisk et qui fait un carton très clairement et qui est commercialisé, même si c'est des prescriptions, comme un produit de consommation et qui est vraiment vendu massivement dans un marché qui est en pleine croissance. Et donc, ça crée un nouveau marché supplémentaire, ça étend le marché de l'obésité. Mais Eli Lilly va amener sa pilule également, donc va sortir en fin avril, et donc là on aura de nouveau un match entre les deux leaders du secteur. Sébastien, un commentaire là-dessus? Est-ce qu'un des deux, alors de ce que j'entends, j'ai peut-être une idée, mais est-ce qu'un des deux peut alors peut-être pas disparaître, mais se faire manger totalement? Non, moi je vais apporter un peu de l'eau au moulin, ou on va dire alimenter un petit peu le débat. C'est vrai que nous, on est positionné sur Novo Nordisk. Et c'est un dossier qu'on enterre un peu trop vite, je pense. D'ailleurs, la valorisation est quand même assez basse, et c'est ce qui crée l'opportunité aujourd'hui. Ça se paye combien de fois, Novo Nordisk? On doit être à 12 fois. Enfin, 12-13 fois. C'est bien en dessous. Pour une croissance? Alors, cette année, ils sont attendus en décroissance. Et la question, c'est les années suivantes. Moi, je pense qu'ils n'ont vraiment pas dit leur dernier mot. Tu le disais très justement, Arnaud, la part de marché de Lilly semble écrasante aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier quand même que Novo a beaucoup souffert des copies à bas coût, puisqu'aux États-Unis, il y a des copies qui ont pu entrer sur le marché. Et si on faisait l'exercice de part de marché en prenant uniquement le sémaglutide, qui est la molécule qui constitue les produits de Novo Nordisk, puisqu'il y a des sémaglutides de contrefaçon, on va dire, en tout cas selon ce que nous dit Novo Nordisk, en fait, on est beaucoup plus proche du 50-50. Et la bonne nouvelle pour Novo, c'est qu'ils ont réussi à faire cet accord avec un des principaux copieurs, qui est une société américaine qui s'appelle Hims & Hers. Et maintenant, ils vont arrêter de distribuer des copies, ils vont distribuer l'original de Novo Nordisk. Et donc, je pense que ça crée une opportunité pour que Novo regagne un petit peu de terrain sur les injectables. Donc la bataille n'est pas finie, alors. Et non, c'est un débat, c'est un débat passionnant. Ce qui est sûr, c'est que c'est un marché qui va être en énorme croissance de volume. C'est un marché aussi tiré par les consommateurs. C'est les patients eux-mêmes qui sont presque prescripteurs, en fait, qui vont sur des sites de prescription en ligne et qui vont demander d'avoir soit leur Zepbound, soit leur Wegovy. Et donc c'est un marché relativement peu remboursé, en fait, où aux États-Unis les patients payent de leur poche, donc presque un marché de grande consommation. Donc on a compris, il y a de la croissance, il y a de l'innovation, il y a des valorisations qui sont quand même relativement attractives. Donc quand je vous entends, le secteur a tout pour plaire. Alors c'est vrai qu'en plus, ces dernières années, au-delà des explications que vous avez mentionnées, il y a eu ce boom de l'investissement sur les valeurs de la tech, et notamment les Mag 7, qui a fait que les flux sont allés plus là-bas peut-être que sur ces segments-là. Qu'est-ce qui ferait, puisque aujourd'hui ces Mag 7 sont toujours un peu au firmament, mais patinent un petit peu depuis quelques mois, qu'est-ce qui ferait que les investisseurs vraiment remettent la focale sur ce segment de la santé qui a priori tout pour plaire, et comment vous donneriez envie aux investisseurs de dire allez-y, c'est le moment, Arnaud? Voilà, on l'a déjà expliqué. Ce qui vient de se passer, c'est que quand à l'approche d'une réforme, il y a toujours donc une réduction des multiples. Là, on va avoir une augmentation des multiples puisqu'on a une meilleure visibilité. Et en plus, comme on l'a mentionné, on a de l'innovation.
Donc, vous allez avoir ces deux phénomènes positifs qui vont arriver. Vous êtes décorrélé des cycles économiques. On parle pas de Moyen-Orient, mais bon, vrai, la question qu'on a quand on leur pose le sujet, l'exposition, c'est 1 ou 2%. Ouais. 1 ou 2%. Et on continue à soigner nos patients. Donc l'impact, il est négatif. Enfin, il est positif. En tout cas, il n'y a pas d'impact direct. Il n'y a pas d'impact, absolument. Et avec l'innovation, au fur et à mesure qu'on va avoir de nouvelles molécules, de nouveaux équipements médicaux, de nouvelles capacités à diagnostiquer plutôt les cancers et autres, là, les investisseurs vont comprendre effectivement que c'est un secteur pour demain. Sébastien. J'ajouterais que le re-rating a déjà commencé, effectivement. C'est vrai. Depuis quelques mois, il surperforme. Depuis fin septembre, et le catalyseur très précis, qui était finalement le catalyseur qu'on attendait pour enfin se réintéresser au secteur, qui était la signature dans le bureau ovale par les différents grands groupes de la pharmacie d'accords qui ont donné au secteur beaucoup de visibilité. D'ailleurs, les industriels de la pharma, avec cette visibilité retrouvée, se sont eux-mêmes remis à racheter des cibles, et on a vu vraiment une salve de fusion-acquisition reprendre. Donc, je citais exact pour 21 milliards, mais il y a eu pas mal de gros deals avec des biotech. Et donc ça va aussi contribuer à alimenter la hausse des cours dans le secteur. Écoutez, espérons-le, effectivement. Un dernier mot ? Je trouve que le secteur de la santé, c'est un secteur qui est magnifique parce qu'il y a énormément d'innovation. Il y a de l'innovation qui a du sens. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on parle souvent de l'innovation que l'on croit comprendre dans la tech, dans l'IA, sans vraiment trop savoir quel est l'impact sur la société. Je pense que dans la santé, il y en a et on le démontre tous les jours. Et c'est encore une fois un secteur de croissance sur le long terme. Je pense qu'Arnaud, vous êtes d'accord avec ça. Oui. Alors, beaucoup plus, et je dirais que pour rien au monde, je changerais de secteur. Voilà. Donc, c'est parce que j'adore mon secteur et quand je vois tous les jours ce qui en ressort et la capacité à faire face à des défis sanitaires, c'est extrêmement enrichissant. Merci beaucoup. Donc, Arnaud Benoît Vidal de la Financière de l'Arc, Sébastien Malafosse, Edmond Rothschild Asset Management. Merci d'avoir participé à ce débat. Et quant à vous, nous nous retrouvons prochainement dans un prochain Equity Views sur Zoom Invest.